Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là en nombre. Je voudrais d'abord remercier très vivement Alain Finkielkraut d'être venu aujourd'hui. Ça fait longtemps que dans ce cycle philo, je souhaitais sa présence parce qu'il est une voix qui compte pour toute ma génération et pour pas uniquement ma génération, une voix qui compte aujourd'hui dans le champ philosophique, dans le champ de la pensée française, européenne, et que voilà, il a beaucoup d'obligations, qu'il avait même pour des raisons personnelles, il a failli ne pas pouvoir venir, et il a quand même voulu maintenir cet engagement. Donc je tiens à le remercier très très vivement d'être là, et je vais justement prendre, si vous me le permettez, un peu de temps pour dire en quoi est-ce qu'il compte pour la pensée aujourd'hui. Dans un texte qui date de 1947, je crois, Maurice Merleau-Ponty écrivait ceci sur les rapports entre la philosophie et la littérature. La métaphysique classique a pu passer pour une spécialité où la littérature n'avait que faire, parce qu'elle a fonctionné sur un fond de rationalisme incontesté, et qu'elle était persuadée de pouvoir faire comprendre le monde et la vie humaine par un agencement de concepts. Tout change, précise Merleau-Ponty, lorsqu'une philosophie existentielle se donne pour tâche non pas d'expliquer le monde, d'en découvrir les conditions de possibilité,
mais de formuler une expérience du monde, un contact avec le monde qui précède toute pensée sur le monde. Dès lors, la tâche de la littérature et celle de la philosophie ne peuvent plus être séparées. Quand il s'agit de faire parler l'expérience du monde et de montrer comment la conscience s'échappe dans le monde, on ne peut plus se flatter de parvenir à une transparence parfaite de l'expression. L'expression philosophique assume les mêmes ambiguïtés que l'expression littéraire. Si le monde est fait de telle sorte qu'il ne puisse être exprimé que dans des histoires et comme montré du doigt. Si j'ai choisi cet extrait, c'est qu'aujourd'hui, 50 ans après, l'idée que la littérature et la philosophie partagent le même sort et qu'il y a dans la littérature une dimension philosophique est devenue une évidence. Tous les philosophes considèrent en effet que la littérature doit être une source de pensée. Mais très rares sont ceux qui ne considèrent pas ça seulement comme un propos, comme un projet, comme une proposition, mais qui pratiquent cette ambition d'aller chercher, d'aller lire, d'aller découvrir ce que la littérature a à nous dire, les histoires qu'elle a à nous raconter, le sens qu'elle a à déchiffrer, qui ne peut pas s'exprimer autrement que dans des histoires littéraires, justement. Et je crois qu'Alain Finkielkraut, justement, est celui qui, aujourd'hui, dans le champ philosophique, a pris cette ambition, il la pratique depuis bien longtemps. C'est presque une seconde nature chez lui. Penser en montrant le monde du doigt à travers des histoires, et souvent même en nous faisant découvrir ceux qui racontent les histoires profondes d'aujourd'hui, parce que nous sommes abondamment nourris de récits, mais tous ne sont pas très profonds, et il est celui qui nous indique aussi les histoires qui comptent. Je pense à quelques textes, moi, que Finkielkraut a fait découvrir à travers cette émission qui est devenue une institution, Réplique. Je pense à un texte de Coetzee qui s'appelle Disgrâce, qui est un des chefs-d'œuvre de la littérature sans doute, qui a fait découvrir, je crois, à de nombreux lecteurs francophones quand ce texte a été traduit. Et je pense aussi à Histoire d'un Allemand de Sébastien Haffner, tous des textes qui passeraient peut-être inaperçus et dont il a le talent de faire découvrir et de partager. Tout le monde connaît de vous, Alain Finkielkraut, l'intellectuel, le médiatique, fâché avec son temps, ce mécontemporain qui dénonce depuis de nombreuses années le relativisme, l'égalitarisme, les illusions du progressisme qui se renversent en son contraire. Certains connaissent vos engagements personnels et politiques importants, que ce soit sur la mémoire, que ce soit sur la guerre en ex-Yougoslavie, ou que ce soit dans le conflit israélo-palestinien. Mais je dirais que peu connaissent cet engouement et cet engouement pour la littérature, ou cette pratique philosophante et philosophique de la littérature que vous êtes, je crois, un des rares à mener avec une telle passion. Une passion métaphysique et ontologique, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de raconter à la suite des écrivains les histoires importantes qu'ils décrivent, qu'ils nous racontent, mais d'essayer de sonder avec eux les énigmes métaphysiques qu'ils touchent et qu'ils montrent du doigt. C'est vrai, depuis quelques années, vous avez été bousculé dans la sphère médiatique et donc vous êtes retiré un petit peu, et depuis quelques temps, justement, vous vous recentrez sur cette pratique philosophante de la littérature. Je pense en particulier à ce très beau texte, Un cœur intelligent, qui était déjà, paru en 2009, qui était déjà une série de 9 lectures où vous tentiez de montrer, selon votre formule, en quoi est-ce que sans la littérature, nous connaîtrions peut-être les lois de la vie, mais non sa jurisprudence. La formule est très belle. Et c'est d'autant plus vrai dans ce dernier texte, Et si l'amour durait, qui est une lecture de 3 romans, plus précisément, et d'un film, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, Les meilleures intentions de Bergman, Professeur de désir de Philippe Roth, et L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Et ce qui m'a frappé justement dans cette pratique que vous avez du roman, c'est que depuis une dizaine d'années, les essais philosophiques sur l'amour abondent. On ne compte plus, on dirait que c'est devenu la question que tous les philosophes doivent prendre en charge. Pour en citer quelques-uns, L'éloge de l'amour d'Alain Badiou, La révolution de l'amour de Lexerny, Le paradoxe amoureux de Pascal Bruckner, mais aussi Bernard Stiegler, mais aussi Slavoj Žižek, mais aussi Zygmunt Bauman. On ne compte plus aujourd'hui les essais philosophiques sur l'amour.
Les uns, et ils sont les plus nombreux d'ailleurs, semblent chercher dans l'amour une sorte de pôle de résistance à la dissolution des liens sociaux. L'amour ferait figure d'un roc sur lequel on pourrait reconstruire en quelque sorte quelque chose de solide dans notre monde. À l'instar d'Alain Badiou, la promesse amoureuse serait en quelque sorte l'école où nous aurions à apprendre comment être fidèle à un événement, à une rencontre, et comment cette fidélité pourrait nous servir de guide en quelque sorte dans la cité. Ce n'est pas votre cas, ce qui vous distingue très fort. Vous n'essayez pas d'écrire des essais sur les thèmes dont vous parlez. L'amour pour vous, ce n'est pas le socle d'une reconquête politique du monde. Ce n'est pas non plus une nouvelle religion. Quand on lit les nombreux essais sur l'amour, on a le sentiment parfois que l'amour devient une sorte de nouveau sacré, de nouvelle religion. Il y a même un essai très pertinent d'un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck sur cette idée que l'amour serait devenu notre nouvelle religion. Et que, à l'instar d'une religion, d'une idéologie, en quelque sorte, nous serions tous, nous jugerions notre expérience affective à l'aune de cet idéal amoureux d'une rencontre qui transfigure l'existence, et nous serions tous, en quelque sorte, en défaillance par rapport à cet idéal qui nous est vendu et ressassé à longueur de films, de romans, etc. Non, vous ne prêchez pas la nouvelle religion de l'amour, absolument pas. Vous ne dissertez pas sur l'amour, vous n'avez pas de leçon à donner sur l'amour. Aucune solution à en tirer. Ce qui vous intéresse, c'est comment est-ce que la littérature, à un moment donné de son histoire, depuis la princesse de Clèves précisément, a été confrontée à un amour pur, en quelque sorte. Un amour qui ne serait plus en conflit contre les lois du monde, qui ne serait plus en conflit contre le dehors, les conventions sociales, les mariages arrangés. À un moment donné, la littérature a dit essayons d'imaginer, de tabler sur la vérité des sentiments, sur une union fondée sur la vérité des sentiments. Et vous égrenez au fil de la princesse de Clèves jusqu'à Milan Kundera la grandeur et à la fois les travers, les difficultés de cet amour qui ne serait plus confronté au dehors, mais uniquement, qui tablerait uniquement sur lui-même. C'est ce que ce soir nous allons essayer d'aborder, mais je voudrais quand même dire un mot de votre parcours pour vous montrer comment est-ce que cette pratique a été constante. Je dirais qu'il y a quelques grands essais qui ont compté dans les années 80, et vous avez chaque fois, de manière en anticipant sur les grandes questions qui se sont posées, vous avez, en étant sensible justement à la littérature ou à des philosophes qui avaient une dimension littéraire dans leur manière de penser, je pense à Hannah Arendt ou à Lévinas, vous avez été saisi en quelque sorte, avant qu'ils ne deviennent des poncifs, les grandes questions de notre temps. Je vais mentionner deux essais qui ont été très importants. L'avenir d'une négation, qui date déjà de 82, et où en quelque sorte, déjà, vous êtes le premier à montrer que la mémoire de la Shoah, mais la mémoire de la Shoah va être en quelque sorte, nous n'avons pas fini avec cette question, et qu'elle va nous habiter bien avant que la mémoire ne devienne l'enjeu d'un conflit, d'une guerre des mémoires. Puis en 87, la défaite de la pensée, où vous êtes l'un des premiers à montrer que nous sommes peut-être à un moment de basculement où l'idée de culture est menacée de dissolution en quelque sorte, une sorte de perte de sens même de ce qu'est la culture, par un glissement étonnant dont vous faites remonter la généalogie au débat entre les Lumières et le romantisme, entre Herder et les Lumières, dont vous montrez en réalité qu'il s'est décliné tout au long de notre histoire moderne. Vous montrez que la culture progressivement s'est dissoute dans une forme de culturalisme et que la critique légitime de l'ethnocentrisme a basculé dans un enfermement quelque sorte des individus dans leur culture, dans un sens culturaliste, dans les manières de faire, dans les pratiques. Et ces deux essais, je le disais, ont anticipé sur des questions qui sont devenues aujourd'hui des évidences. Les problèmes que vous soulevez sont des évidences. Je voudrais essayer de
de discuter avec vous de l'amour en essayant justement de montrer que vous n'en parlez pas comme d'un problème social, mais qu'à travers la littérature, vous touchez à ce qui nous habite tous et qui compte. Permettez-moi de lire justement cette ambition qui ouvre le propos de votre livre. L'enfant de Bohême est devenu roi, dites-vous. Nous avons balayé les conventions et supprimé les contraintes qui pesaient sur l'amour. Quel que soit le modus operandi de nos rencontres, personne ne choisit nos partenaires pour nous. Nulle autorité extérieure ne nous dicte nos comportements. La collectivité n'a plus voix au chapitre. L'union conjugale est l'affaire des individus et non une affaire de famille. Nous sommes les maîtres des engagements que nous contractons. Notre vie nous appartient, notre cœur est notre seul guide. Cette souveraineté nous comble, mais elle nous confronte aussi sans dérobade possible aux questions qui tourmentaient la princesse de Clèves. Suffit-il d'aimer pour savoir aimer? L'amour est-il lui-même aimable, digne d'estime et de confiance? A-t-il assez de ressources, une fois levés tous les interdits, brisés tous les tabous, vaincu tous les obstacles, pour résister à l'épreuve du temps? Est-on fondé à croire encore dans l'amour durable, ou cette promesse est-elle une chimère, une illusion, un leurre, un dangereux mirage? On peut essayer de traiter cette question, précisez-vous, qui sont désormais le lot de tout un chacun, par la statistique et les sciences sociales. Sans mésestimer l'utilité de telles approches, j'en ai choisi une autre, la littérature. Alors je voudrais, en guise d'ouverture, Alain Vinecrodt, vous demander, bien entendu, la littérature, le roman est lié à la romance, ça ne fait aucun doute, mais est-ce que ce choix décidé de la littérature, pour éclairer notre expérience la plus contemporaine, ce détour par la princesse de Clèves, pour comprendre notre propre désordre amoureux, est-ce que ce n'est pas un pari fou, et à quoi tient-il? C'est-à-dire, je comprends que la littérature compte pour vous, mais est-ce qu'il n'y a pas là un détour pour comprendre le contemporain, aller chercher chez Madame de Clèves? C'est quand même très étonnant. Pour ce pari de la littérature que vous avez fait et que vous continuez de faire à travers l'amour, est-ce que ça tient à une formation ou à une déformation professionnelle qui fait que vous avez grandi dans les romans et que vous les appréciez? Ou bien à quoi tient-il? Est-ce que vous pouvez vous en expliquer vous-même? Je vais essayer de m'en expliquer. La littérature, vous le disiez tout à l'heure, la littérature est la jurisprudence de la vie humaine. Barthes citait dans ses derniers séminaires une très belle phrase de Proust dans une lettre à Daniel Halévy, je crois. C'est sur la cime du particulier qu'éclot le général. Je ne sous-estime pas, bien sûr, l'apport des sciences sociales, mais la littérature a affaire à des individus et jamais à des échantillons ou à des spécimens. C'est sans doute ce qui m'attire en elle. J'ajoute que ma formation littéraire me prédisposait sans doute à tenir les romans et à les lire avec la même dévotion que les ouvrages de philosophie, et en même temps, je dois dire que cette formation a été elle-même, si vous voulez, à un moment donné, elle m'a enfermé. Dans Professeur de désir, le héros, qui est professeur d'université, imagine une lettre qu'il écrirait à ses étudiants. Et dans cette lettre, il dit « Vous découvrirez sans tous approuver que je ne suis pas d'accord avec certains de mes collègues
qui nous affirme que la littérature, dans ses moments les plus valables et les plus fascinants, est fondamentalement non référentielle. Je peux venir me présenter devant vous en veste et cravate, je peux vous appeler mademoiselle ou monsieur, mais je vais néanmoins vous prier de vous abstenir de parler de structure, de forme et de symbole en ma présence. Et à cette époque, en effet, c'était 1977, régnait la sémiologie. Et on apprenait que ce qui arrive dans la littérature, c'est le langage tout seul. L'aventure du langage dont la venue ne cesse jamais d'être fêtée, disait Barthes à ce moment-là. Et moi-même, j'avais lu Blanchot, l'œuvre n'est là que pour conduire à la recherche de l'œuvre, ou Michel Foucault, la spécificité de la littérature consiste à se recourber dans un perpétuel retour sur soi, comme si son discours ne pouvait avoir pour contenu que de dire sa propre forme. On parlait, le mot peut apparaître comme un peu barbare, d'autotélisme. La visée du texte, c'est le texte. Et à cette époque, moi, je commençais d'enseigner la littérature, et d'ailleurs aux États-Unis. J'ai lu Professeur de Désir en 1977, alors que j'étais visiting assistant professeur à Berkeley. Et donc je ne reconnaissais pas mon amour de la littérature dans mon enseignement de la littérature. J'étais divisé. Et ce qui a mis fin à cette division, c'est la lecture des essais de Milan Kundera, qui a eu à cet égard une importance décisive, qui m'a aidé précisément à réconcilier mon enseignement de la littérature avec mon amour de la littérature et à intégrer la littérature dans le corpus des textes qui me servaient à explorer l'existence et le monde. Parce que c'est précisément ce qu'il dit dans l'art du roman. Il définit le roman comme une découverte. Il reprend la thématique d'Hermann Broch, création littéraire et connaissance. Il faut considérer la littérature comme une modalité de la connaissance. Et c'est fort de cette affirmation livrée par un romancier que j'ai pu me lancer dans ce genre de travail. Pour aller dans le même sens, Merleau-Ponty disait l'être est ce qui exige création de nous pour que nous en ayons l'expérience. Il n'est pas tout constitué au dehors, il exige une forme de création pour que nous puissions le découvrir. Et j'ai le sentiment justement que ce qui est très très beau dans ce livre et dans ce parcours des récits que vous faites, c'est que vous tournez autour d'une question. Que devient l'amour quand il, en quelque sorte, ne peut reposer que sur ses seules forces. Et il y a tout au long une progression, en quelque sorte, et vous parcourez des personnages romanesques qui sont en même temps des personnages conceptuels, qui inventent progressivement des solutions différentes, même si on ne peut pas parler de solutions, mais elles sont toutes bancales à la question de l'amour. Je dirais, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a le sentiment, dans la lecture que vous faites de ces récits, que le roman parvient en quelque sorte à nous donner l'expérience, à nous faire, en quelque sorte, par les mots, par la fiction, à nous faire vivre les choses qui, pour le reste, resteraient tapies, en quelque sorte, dans notre existence. Et pour être plus concret sur la question de l'amour, il me semble que dans ce livre, vous suggérez une idée, c'est que il y a quelque chose dans l'amour, c'est peut-être la découverte que nous avons faite depuis que l'amour n'est plus soutenu par autre chose que lui-même. Nous avons fait cette découverte depuis que l'amour, en quelque sorte, est libre et volontaire, depuis qu'il ne repose plus que sur notre volonté de le faire durer. Il y a quelque chose en lui, c'est votre formule, il y a quelque chose dans l'amour qui fait obstacle à l'amour. Et j'ai le sentiment qu'au fil des récits que vous parcourez, c'est comme si vous cherchiez, grâce au romancier, à comprendre cet obstacle que l'amour est pour lui-même.
est-ce que c'est ça le fil que vous avez essayé de suivre? Vous dites les choses très bien. Je n'étais pas tout à fait sûr d'ailleurs de la cohérence de ce travail. Lorsque j'ai choisi ces livres, ils se sont imposés à moi parce que je les aimais, parce qu'ils m'habitaient, parce qu'ils n'étaient pas simplement des romans d'amour, mais des romans voués à l'éclaircissement de l'amour, ce qui est beaucoup plus rare. Mais, au fond, la thématique générale a surgi peu à peu. Et c'est vrai que l'une des grandes questions que je me pose dans ce livre, c'est la question de l'usure. Qu'en est-il de l'amour quand il est entièrement livré à lui-même, quand il est libéré de toutes les suggestions, quand il n'a pas d'ennemi à vaincre? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et celui qui donne la réponse la plus douloureuse à cette question, c'est Philippe Roth dans Professeur de désir. C'est un livre admirable, malheureusement mal traduit, mais c'est l'histoire donc de ce professeur, David Kepech, mais il ne commence pas comme professeur, c'est un jeune homme dans les années 50, et c'est un jeune homme en proie à la puissance, au vertige d'Eros. Il désire. Simplement, voilà, il n'est pas né tout à fait à la bonne époque. Il est né 20 ans trop tôt. Il veut la libération sexuelle à l'époque où la libération sexuelle n'est pas d'actualité. Donc, pour échapper à la frustration d'une Amérique très conventionnelle, il choisit l'Europe. Il va passer une année d'études en Angleterre. Là, il connaît les expériences érotiques qui l'enthousiasment, mais il a aussi chevillé au corps le souci d'achever ses études. Il revient en Amérique, il tombe amoureux d'une femme et cette rencontre est un désastre. Et puis enfin, il trouve la femme qu'il lui faut, Claire Ovington. Cette rencontre est merveilleuse, cette rencontre est idyllique. Je voudrais peut-être avec elle, tout est facile. Et il a des mots très simples et très beaux pour décrire cette idylle. Avec Claire, all that is pleases. Tout ce qui est plaît. Les temps où nous nageons, notre verger, les orages, le barbecue, la musique, les bavardages dans le lit, le thé glacé de ta grand-mère, le choix de la promenade du matin et de celle du crépuscule, toi, la tête baissée, en train d'éplucher les pêches. Saveur de chaque instant, effacement même de la frontière entre la poésie et la prose. Les événements les plus prosaïques de l'existence sont illuminés par l'amour. C'est une perpétuelle action de grâce. Mais ce présent paradisiaque, David Kepech le conjugue déjà au passé. Tout ce qui est plaît
mais le plaisir est gagé sur le désir, et il sent les prémices de l'usure. Il désire encore, mais pas dans la folie des sens. Et donc, il prévoit que tout retournera à la normale, et il anticipe au cœur même de l'idylle la rupture avec l'air. Et c'est pour lui un sentiment extrêmement douloureux. Et là, si vous voulez, c'est l'optique de la libération sexuelle qui se problématise, car il y a tout d'un coup, dans l'amour et dans le désir sur lequel est gagé l'amour, quelque chose d'absurde. Ce désir libéré n'en fait qu'à sa tête. Il mène celui qui se croyait être son sujet, son maître, par le bout du nez. Et pour l'évoquer, Képes cite Kafka et Gogol. Il est à Prague, et donc il dit à son interlocuteur, nous sommes en pleine période de normalisation soviétique, après l'écrasement du printemps de Prague. Bien sûr, c'est vous qui vivez dans le monde kafkaïen du procès et du château, c'est vous qui êtes en contact direct avec le totalitarisme. Mais si vous permettez, je ne peux comparer l'idée fixe du corps, sa froide indifférence et son mépris absolu du bien-être de l'esprit, qu'à une sorte de régime autoritaire rigoureux. Et il va plus loin. Il pense à cette nouvelle de Gogol, cette nouvelle extraordinaire, avec ce personnage qui passe dans le journal une petite annonce délirante, réclamant le retour du nez qui a décidé de quitter son visage. Et nous sommes, dit-il en substance, cet amputé démentiel, ce nez narquois, ce nez fugitif, fantasque volage, c'est l'amour libéré des anciennes tutelles et inféodé au désir. Libération du désir, absurdité du désir. Voilà. Et tout d'un coup, il se dit, ma vie ne sera jamais qu'une succession d'intérim. Mais ce n'est pas le seul mot ou le dernier mot de ce livre, proprement extraordinaire. Parce que ce livre raconte en parallèle, relate en parallèle la chronique amoureuse de ce David Képes, voué à la discontinuité, héros de notre temps, postmoderne, si vous voulez. Et l'histoire de ses parents. Ses parents sont là, ils viennent le voir. Et d'ailleurs, il y a un moment déchirant, puisque sa mère, atteinte d'un cancer, meurt. Mais surtout, le livre superpose les deux histoires et nous raconte la rencontre de ses parents. Il était ex-cuisinier dans un hôtel des Catskills, elle était cliente, il l'a vue et sur le champ, il a pensé, je dois épouser cette fille. Il a tout fait pour l'épouser, ils se sont mariés, ce ne fut pas un mariage sans nuages, ce ne fut pas un mariage kitsch, mais ce fut un mariage durable. Rien qui ressemblât à une succession d'intérim. Peut-être parce que ces héros, modernes plus que postmodernes, ne distinguaient pas, eux, entre la volonté et le désir. Et j'ai mieux compris le sens de cette durée. Nous avons, en quelque sorte, élevé l'intensité au rang de valeur suprême. Et nous lui avons, enfin, je reviendrai là-dessus, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut parler de ces choses-là
que immédiatement en suscitant des exceptions aux règles que l'on fixe. Mais nous lui avons sacrifié la durée. Et là, cet amour a duré de manière évidente. Et le mot qui explique cette évidence, je l'ai trouvé dans Kierkegaard, curieusement. Kierkegaard, grand philosophe de l'amour. Il n'y en a pas eu tellement, en fait, depuis Platon. Peut-être que maintenant, aujourd'hui, on rattrape le temps perdu. Et Kierkegaard est un philosophe de l'amour et un philosophe très paradoxal. Alors, on peut d'ailleurs traiter le paradoxe avec une certaine ironie, car l'amour que célèbre Kierkegaard, c'est l'amour conjugal. C'est pas l'amour romantique. C'est même pas l'amour de Don Juan. Don Juan, c'est bien, mais l'amour conjugal, c'est mieux. Et Kierkegaard, on sait qu'il a été fiancé à Pauline et qu'il n'a jamais voulu franchir le pas. Alors, on le prend en contradiction. On se dit, il y a une contradiction entre son existence et sa pensée. Mais quelle importance! Quelle importance, parce que cette pensée nous apporte quelque chose, cette pensée nous éclaire, cette pensée nous illumine, autour du concept admirable de résolution. Sans cesse, Kierkegaard définit l'amour conjugal par la résolution. Il a des phrases très belles. Le pas de l'amour est léger comme la danse sur la prairie, mais la résolution saisit et soutient l'homme lassé en attendant que reprenne la danse. On offense l'amour en lui interdisant l'accès au mariage, comme s'il était chose de l'immédiat et incapable de s'atteler à une résolution. Et il parle un moment de l'époux fidèle qui garde l'objet aimé, l'époux qui garde l'objet aimé dans l'étreinte fidèle de sa résolution. C'est exactement ce qui s'est passé entre les parents de David Kepèche. Il a gardé cette femme dans l'étreinte fidèle de sa résolution. Une certaine manière résolue d'habiter le monde. Et c'est peut-être, oui, de cette résolution que nous nous sommes affranchis. Peut-être que c'est ça le passage de la modernité à la postmodernité. La modernité, c'est la volonté qui s'affranchit des forces hétéronomes, la volonté et ses promesses, la volonté et ses serments. Et puis voici le moment où le désir lui-même s'affranchit de la volonté, se libère de ses propres promesses. Et David Kepèche ne veut certes pas revenir au monde de ses parents. Ce n'est en aucune façon son intention, ce n'est en aucune façon la leçon du livre. Même si on les voit disparaître l'un et l'autre, et peut-être avec eux une certaine manière résolue d'habiter le monde. Simplement, il se dit que sa vie discontinue ne sera jamais qu'une succession d'intérêts. Je voudrais éventuellement qu'on fasse un petit retour en arrière à ce moment inaugural qui ouvre l'histoire que vous déployez, l'histoire romanesque, mais l'histoire aussi de nos affects, par justement cette princesse de Clèves. En quelque sorte, l'héroïne qui ouvre notre histoire, elle ouvre le livre, elle ouvre notre histoire, à deux titres d'abord, parce que montrer que la princesse de Clèves est sans doute le premier récit où la vérité des sentiments, en quelque sorte, est proclamée comme le socle sur lequel l'amour peut ou devrait résider. Et puis, à un deuxième titre, parce que Madame de Clèves, qui renonce quand toutes les barrières qui sont dressées devant la possibilité d'un amour vrai, d'un amour fondé sur le sentiment réciproque, quand toutes ces barrières tombent, Madame de Clèves renonce
et vous faites de ce renoncement une sorte d'avertissement qui nous serait adressé, un amour fondé sur la vérité des sentiments est peut-être trop fragile que pour s'y engager. Je voudrais peut-être en ouverture lire un passage qui est extraordinaire et qui, parce que vous avez le souci de la différence des temps, vous montrer comment est-ce qu'aujourd'hui la princesse de Clèves nous importe sur cette question de la vérité des sentiments, et qu'aujourd'hui, en quelque sorte, nous avons tendance à dire à la princesse de Clèves, mais pourquoi donc ne s'est-elle pas lancée dans cette belle aventure de la vérité des sentiments? Alors qu'à l'époque, c'était un procès qu'on faisait à Madame de Clèves et que le livre a été scandaleux, précisément parce que cette idée que les sentiments pouvaient se déclarer, pouvaient se dire en toute transparence paraissait scandaleuse. Je voudrais lire un petit passage que je trouve extraordinaire en termes de langue, du débat justement qu'a suscité. C'est le moment où la princesse de Clèves, le monsieur de Clèves a choisi à tomber amoureux de la princesse de Clèves, qui n'a pas un grand amour pour son mari et qui tombe amoureux du duc de Nemours. Et toute la question, la princesse de Clèves veut rester fidèle à son mariage et donc elle va proposer à son mari de s'éloigner de la cour pour ne plus être confrontée à celui dont elle pourrait être amoureuse. Et c'est cette déclaration de vérité. Elle ne propose pas à son mari de s'en aller, d'aller avec le duc de Nemours. Elle lui propose de rester fidèle à leur union et donc de ne plus être confrontée à la tentation de la rupture. Et cette déclaration de Madame de Clèves à son mari, c'est ça qui a fait scandale, puisque précisément elle déclarait, elle se présentait devant lui au nom de la transparence et de la vérité des sentiments. Et vous montrez que ce débat a été, on n'imagine plus un débat autour de cela, a fait scandale, et que le Mercure de France, dans tous les salons d'Europe, on discutait est-ce que la princesse de Clèves avait bien fait ou non de s'ouvrir à son mari. Le passage est extraordinaire. Je demande, c'est donc le Donneau de Visé, directeur du Mercure de France, qui parle et qui expose la situation. Je demande si une femme de vertu, qui a toute l'estime possible pour un mari parfaitement honnête homme, et qui ne laisse pas d'être combattue pour un amant d'une très forte passion, qu'elle tâche d'étouffer par toutes sortes de moyens. Je demande, si cette femme voulant se retirer dans un lieu où elle ne soit point exposée à la vue de cet amant, qu'elle sait qu'il l'aime, sans qu'il sache qu'il soit aimé d'elle, puisque le duc de Nemours ne sait pas que la princesse de Clèves l'aime. Je demande, si cette femme, voulant se retirer dans un lieu où elle ne soit point exposée à la vue de cet amant, qu'elle sait qu'il l'aime sans qu'il sache qu'il soit aimé d'elle, et ne pouvant obliger son mari de consentir à cette retraite, sans lui découvrir ce qu'elle sent pour l'amant qu'elle cherche à fuir, fait mieux de faire confidence de sa passion à ce mari que de la taire au péril des combats qu'elle sera continuellement obligée de rendre par les indispensables occasions de voir cet amant, dont elle n'a aucun autre moyen de s'éloigner que celui de la confidence dont il s'agit. C'est donc une phrase pour exposer une situation d'une complexité extraordinaire, mais au-delà de la qualité de la langue, nous regardons ça avec un regard presque ethnologique, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir scandale à une femme de s'ouvrir de la vérité de ses sentiments. Oui, c'est pas seulement un regard écologique. Un regard nostalgique. L'âge classique ne s'appelait pas lui-même de ce nom. Il s'appelait l'âge galant. Et la galanterie, voilà un mot polysémique, mais l'une de ses significations, c'était une parole publique sur l'amour. L'amour était un sujet d'intérêt général. L'amour occupait les conversations, pas forcément sous la forme de la confidence. Pas confondre les classiques et les romantiques. Mais on s'interrogeait sur les différentes facettes, les formes, les modalités du sentiment amoureux. On dressait la carte du tendre. Et
Et donc, on s'est passionné pour cette scène de l'aveu. Et une revue s'appelait en effet le Mercure galant. Imaginez ce que ça veut dire. Imaginez aujourd'hui une revue sérieuse qui aurait cet adjectif. Mais ajoutez cet adjectif aux revues existantes, et évidemment le sourire vous vient. Et je ne dis pas qu'il faudrait que tel soit le cas, mais on n'imagine pas commentaire galant, débat galant, esprit galant, temps galant. Ce n'est pas possible. Et c'était l'époque, en effet, où l'amour était au cœur de la conversation publique dans les cercles éclairés. Et donc, on s'est beaucoup chamaillé sur la princesse de Clèves. Pourquoi cet aveu? Et on a dit qu'un tel aveu dérogeait aussi bien à la vraisemblance qu'à la bienséance. On a dit qu'une femme ne doit pas se comporter ainsi et qu'elle ne peut pas se comporter ainsi. Or, pour nous, ce qui est vraisemblable, c'est ce qui éclaire l'ambiguïté des choses humaines. Donc, spontanément, nous comprenons et nous aimons cet aveu. Nous aimons cette situation où se trouve Madame de Clèves, éprise du duc de Nemours, mais souhaitant rester fidèle à son mari. Certes, elle a été mariée, il a fait, lui, un mariage d'amour, ce qui était déjà une exception, mais il a pu choisir celle qu'il avait rencontrée sans la connaître dans une bijouterie, et il a pu arriver à ses fins, mais elle a cédé aux arguments de sa mère. Mariage arrangé pour l'une, mariage d'amour pour l'autre. Déséquilibre. Simplement, elle aime, elle éprouve pour Monsieur de Clèves une très grande estime, et elle aimerait l'aimer, précisément parce qu'il a vis-à-vis d'elle une attitude amoureuse, une attitude passionnée. Et elle ne peut pas, elle est attirée ailleurs. Donc elle lui avoue cet amour, non pas pour le faire souffrir, mais pour se protéger elle-même. Car il lui faut une raison de s'éloigner de la cour. Et bien sûr, cet aveu déclenchera la tragédie, car Monsieur de Clèves est simultanément émerveillé par cette preuve de confiance et crucifié par le contenu de sa déclaration. Il est partagé entre admiration et jalousie. Cet aveu n'est pas l'aveu d'une infidélité, mais l'aveu qui doit lui permettre de rester fidèle. Cet aveu est un présent qu'elle lui offre. Et en même temps, pour M. de Clèves, c'est la preuve ultime qu'il n'est pas aimé. Donc, évidemment, la jalousie de tenaille. Donc, il fera suivre M. de Nemours et cela ira jusqu'à sa mort. Mais M. de Clèves est l'un des grands personnages de la princesse de Clèves. Un personnage un peu oublié. On a tendance à ne voir que les deux amants, M. de Nemours et Mme de Clèves, pour ensuite réfléchir à la scène qui nous paraît, nous, extravagante.
L'extravagance pour les contemporains, c'était l'aveu. L'extravagance pour nous, c'est le renoncement. Que se passe-t-il? Monsieur de Clèves est mort. La période du deuil est passée. L'amour de Monsieur de Nemours est intact. Il se déclare donc une dernière fois à Madame de Clèves. Aucun obstacle. Et encore une fois, aucun obstacle. Le seul obstacle naît du cœur de Madame de Clèves. Non pas qu'elle n'aime pas, mais en dépit de son amour, elle va dire non. En dépit de son amour, elle va rejeter Monsieur de Nemours. Et elle le fera pour deux raisons. D'abord, bien sûr, parce que Monsieur de Clèves est mort. Et Monsieur de Clèves est mort en lui disant « Ma mort vous laissera en liberté et vous pouvez rendre Monsieur de Nemours heureux sans qu'il en coûte des crimes. » Donc il présente à sa femme, alors qu'il est accablé de chagrin, car il a cru, sur la foi de quelqu'un qui les avait fait suivre, qu'une infidélité avait été commise. Il lui dit donc, il lui présente donc sa mort comme un événement providentiel. Il déblaye le terrain. Et pour Madame de Clèves, rendre Monsieur de Nemours heureux, ce serait confirmer qu'elle a été débarrassée d'un obstacle et que Monsieur de Clèves a rendu l'âme à point nommé. Et cette idée lui est insupportable. Dire oui à Monsieur de Nemours, ce serait transformer la mort de Monsieur de Clèves en événement providentiel. Elle ne saurait, sans s'avilir à ses propres yeux, tirer bénéfice de la catastrophe dont elle est la cause. Donc elle dit non. Et puis il y a une autre raison, bien sûr. La raison majeure peut-être, ou celle en tout cas qui a suscité les plus nombreux commentaires. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni vous ni moi, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Vous l'avez dit, avec Madame de Clèves, on veut fonder le mariage sur le sentiment, une révolution dans l'amour, on peut parler comme Luc Ferry. Mais elle dit que cette fondation est un leurre. Et elle a cette phrase d'une lucidité terrible. Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage, peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi. Et donc, elle renonce parce qu'elle ne croit pas dans la durée dans l'amour. Son intransigeance, qui était à l'époque elle-même invraisemblable, nous dit ceci. L'amour ment. L'amour découvre un autre être comme irremplaçable. Et il en vient à le remplacer. L'amour est une déclaration et c'est un serment, c'est une promesse. Et il est voué à trahir sa propre promesse.
L'amour jure fidélité et il ne tient pas parole. Et dès lors, et si l'amour c'est cela, alors il ne vaut pas la peine de céder à ce mirage. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, ce refus nous paraît extravagant. On parle du masochisme, c'est Philippe Solers, de Madame de Clèves. On le regarde comme un peu folle. Mais en même temps, on souscrit à son verdict. Puisque la grande phrase du temps, et c'est un peu notre croyance spontanée, c'est cette phrase de Becbédé, l'amour dure 3 ans. Les Américains disaient 7 ans. Ils parlaient de 7 ans. 3 ans, 7 ans. Peut-être en effet que la durée s'est raccourcie. Donc, nous donner raison à Madame de Clèves, au moment même où nous souscrivons à ces raisons, nous déclarons qu'elle est folle. Et la question est celle-ci: un amour qui se défie expressément de ce qu'il déclare, un amour qui s'accommode de son propre parjure, au point de l'ériger en loi ou en principe de fonctionnement, cet amour est-il encore l'amour? Voilà la question qui nous est léguée par la princesse de Clèves. Voilà pourquoi sont évidemment érigées son intransigeance en modèle. Voilà pourquoi elle nous invite à une méditation infinie. D'ailleurs que concluez votre réflexion autour de Madame de Clèves justement sur cette formule « je t'aime » en disant on peut difficilement prononcer cette formule de manière éphémère. Je t'aime pour une semaine, je t'aime pour... Non, ça ne marche pas. Donc la formule est nécessairement sur la durée. Or, en même temps, vous envisagez 2 solutions. C'est-à-dire il y a la solution de Sartre ou de Képech même qui trouvait que ce serment était un serment qu'on ne pouvait pas dire, qui était extorqué en quelque sorte par le langage, mais qu'on ne pouvait pas promettre la durée. À Madame de Clèves, est-ce que Madame de Clèves, ce serait un serment, est-ce qu'il est possible de faire un serment lucide, c'est-à-dire un serment qui se défierait de lui-même? Comment peut-on faire un serment qui se défie de lui-même? C'est un serment impossible. Donc nous sommes entre 2 impossibles, l'impossibilité de la durée, puisque le caractère éphémère du désir, de la volonté, de la promesse est une donnée évidente, mais aussi l'impossibilité d'une affirmation de l'amour qui serait une affirmation de la précarité de l'amour. Donc nous sommes confrontés à 2 impossibles, si je comprends bien. Oui. Non, parce que la vie nous réserve des surprises. On peut rencontrer des êtres inépuisables. Mais... Comment? Je n'entends pas. Et en même temps, nous nous trouvons dans la situation décrite déjà par Benjamin Constant, qui est une sorte de post-romantique avant l'heure. Et je voudrais citer 2 phrases de Benjamin Constant, si vous me le permettez. La fidélité en amour est une force, comme la croyance religieuse, comme l'enthousiasme de la liberté. Or, nous n'avons plus aucune force. Nous ne savons plus aimer, ni croire, ni vouloir. Chacun doute de la vérité de ce qu'il dit, sourit de la véhémence de ce qu'il affirme et pressent la fin de ce qu'il éprouve. Et puis cette autre phrase qui
dit un peu la même chose. J'ai voulu peindre dans Adolphe une des principales maladies morales de notre siècle, cette fatigue, cette inquiétude, cette absence de force, cette analyse perpétuelle qui place une arrière-pensée à côté de tous les sentiments, qui par là les flétrit dès leur naissance. Et il me semble qu'aujourd'hui, justement, la phrase de Becbédé est un bon symptôme. Tout commence par la lucidité. On ne s'en laisse pas à croire. Le grand trajet romanesque, c'est, dit-on, les illusions perdues. Or, de plus en plus, on entre dans la carrière amoureuse sans illusion, en se disant, ça durera ce que ça durera, mais l'amour est fragile, l'amour est éphémère, la vie est peut-être, en effet, comme dit David Kepes, une succession d'intérim. La continuité en amour est un leurre. Nous avons fondé tous nos espoirs sur la passion, sur cet état de grâce, mais cet état de grâce se dissipe. Et comment saurons-nous lui survivre? Voilà avec quelles idées commence nombre d'histoires d'amour. Ces idées ne viennent pas à la fin. Elles sont là dès le début. Mais, comme je le disais, il y a des êtres inépuisables. Donc, rien n'est joué. Et le désenchantement n'a peut-être pas le dernier mot. L'enchantement peut venir. La surprise peut continuer. Et peut-être même que notre actualité rend cette possibilité plus effective qu'au temps où les hommes se déployaient dans le monde et que les femmes habitaient la maison. Cette division des rôles, me semble-t-il, pouvait être mortelle pour l'amour. Et j'en ai eu la preuve aussi en lisant Kierkegaard. Mais là, c'est une preuve qui donne malgré lui. C'est-à-dire que j'ai été fasciné par son hymne à la résolution, même si ce n'est pas du tout sous le signe de la résolution définie par Kierkegaard que moi-même je placerai ma vie amoureuse, mais en même temps, j'ai été effrayé par certaines de ces descriptions du bonheur conjugal. Et je voudrais vous en lire un extrait dans Ou bien, ou bien. Il parle de cette sérénité que donne le fait d'avoir un foyer, de rentrer au foyer. Et il en offre
une description. J'ai sonné. Elle connaît mon coup de sonnette. Alors, entrée dans le vestibule, quand j'entends le tapage des enfants où elle mène sa voix, quand je la vois venir à la tête de la petite troupe, si enfant elle-même qu'elle semble rivaliser d'allégresse avec les marmots, alors je sens que j'ai un chez moi. Cette image de la vie conjugale, je dois dire, me glace. Cette femme, enfant parmi les enfants, cette femme qui n'est là que pour accueillir son époux, et qui donc n'est porteuse de rien que de la demeure et de la vie familiale, qui n'est pas porteuse de monde. Et donc je me dis que la situation actuelle, qui en effet rend par ailleurs les choses très précaires, car les deux partenaires du couple sont libres, aucun ne dépend durablement, ni a fortiori éternellement de l'autre, eh bien, cette situation peut être aussi, en un sens, favorable à l'amour. Car l'autre qui ne vous appartient pas, l'autre qui vous échappe d'une certaine manière, continue d'être un porteur de vie. Vous avez écrit un très beau texte il y a quelques années qui s'intitulait « La sagesse de l'amour », où justement vous faisiez une lecture de Emmanuel Levinas, de sa vision de l'amour, plutôt de la relation humaine et en particulier de l'amour, sous le signe de la séparation. En disant en quelque sorte que loin de l'idéal fusionnel, l'idéal romantique qui est à l'œuvre dans tous nos mythes et toutes nos romances, Lévinas avait une pensée en réalité en rupture avec cette image, ce mythe de la fusion et de la passion fusionnelle, de la relation amoureuse comme une relation où, en quelque sorte, nous sommes distants et voués à la distance, et que la distance, creuser cette distance, c'est peut-être toute l'aventure de l'amour. Et il me semble que dans ce parcours littéraire, c'est un peu ce que vous tentez de scruter à travers notamment Les Illusions perdues de Bergman. Je ne connaissais pas ce film, et vous racontez cette histoire qui est très belle dans la mesure où c'est la reconstitution, si je comprends bien, par Bergman, de l'histoire d'amour entre ses parents. Il s'arrache en quelque sorte à sa vie biographique pour essayer de, en quelque sorte, vous dites qu'il se défamilialise pour essayer de raconter l'amour de ses parents sans la raconter du point de vue de celui qui est le fruit de cet amour. Mais et vous envisagez l'idée que donc la rencontre entre Anna et Henrik Ibsen relève de l'ordre d'un amour-amitié où Eros et Philia en quelque sorte, et peut-être même Agapé seraient réconciliés, où l'amour de l'aimer et l'amour du prochain serait en accointant, d'autant que Henrik se destine à une vocation de pasteur. Mais au-delà de l'éloignement religieux de la situation, il y a aujourd'hui dans la configuration affective beaucoup c'est un personnage qu'on peut retrouver dans la configuration affective contemporaine. L'idée que finalement le couple, c'est une déclinaison de l'amour et de l'amitié de Eros, de Philia et peut-être d'Agapé. La seule chose, dites-vous, en suivant le fil de cette histoire, c'est que ça se détraque, que le couple est voué aux disputes, aux infidélités, à l'incompréhension, et que la seule chose qui peut sauver cette formule, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de compromis, si je vous suis, entre une culture de la distance et de l'amitié amoureuse, mais aussi de la grâce. Et vous dites ce qui manque justement à Henrik, c'est pour ça que cette histoire a terminé tragiquement, c'est que précisément
il est dépourvu de grâce et ce sentiment de la grâce n'a pas le pouvoir de l'arracher au ressentiment qui est voué à habiter le couple. Est-ce que cette idée que nous serions en quelque sorte, une des manières de résoudre la question de l'amour aujourd'hui, ce serait de cumuler les Eros et Philia, vous paraît féconde? Est-ce que cette idée de combiner en quelque sorte Eros et Philia avec que le couple, en quelque sorte, la solution du couple aujourd'hui serait de non pas chercher la fusion au sens romantique, mais de cultiver une forme de distance amoureuse ou à la fois érotique et intellectuelle, si je vous suis bien, puisque vous ne cessez de dire que la connaissance de l'amour est une connaissance de l'éloignement de l'autre. C'est ce que, dans la sagesse de l'amour, en tout cas, il me semble que c'est ce que vous défendiez. Nous ne pouvons pas connaître l'autre, nous pouvons connaître la distance qui nous éloigne de lui, qui nous sépare de lui. Oui. La relation de l'homme à l'autre est meilleure comme différence que comme unité. La socialité est meilleure que la fusion. La valeur même de l'amour est l'impossibilité de réduire l'autre à moi-même, de coïncider dans la similitude. Et il prend ainsi le contre-pied d'un des mythes du banquet de Platon, qui n'est pas d'ailleurs toute la leçon du banquet. Et c'est le mythe relaté par Aristophane, si je ne me trompe, le mythe de l'androgyne. Chacun va à la recherche de sa moitié. Alors, en même temps, nul ne peut nier aussi qu'il y ait dans l'amour un aspect fusionnel. Mais peut-être que sa plus grande force tient dans la sauvegarde de cette différence. Car sinon, l'amour peut devenir, et là je ne résiste pas à une autre citation, car on ne peut pas se contenter simplement de faire l'éloge de l'amour, il faut aussi garder, pour éviter de tomber dans une sentimentalité trop facile, un regard critique et même un regard acéré. Pour cela, rien ne vaut la lecture de Sioran. À tel point le doute sur soi travaille les êtres que pour y remédier, ils ont inventé l'amour, pacte tacite entre deux malheureux, se surestimer pour se louanger sans vergogne. C'est aussi ça, là. Donc, voilà, il y a ces deux postulations. La postulation guinassienne et cette possibilité explorée par Sioran, mais peut-être d'ailleurs que personne n'y échappe. Il faut savoir être modeste. Dernière figure romanesque et affective ou amoureuse que vous abordez, et c'est une des plus belles, c'est le couple de Thomas et de Teresa dans l'inscription de légèreté de l'être de Milan Kundera. Et vous défendez l'idée que Kundera nous apparaît comme le grand défenseur du libertinage, alors que de votre point de vue, ce n'est pas du tout comprendre sa vision de l'amour. Certes, il défend l'idée de la pluralité des expériences, l'idée de la liberté, son œuvre est pleine de libertin en quelque sorte, mais à travers l'histoire de Thomas et Teresa, c'est aussi le libertinage qui tout d'un coup
est confronté, se retrouve justement face à un visage, face à un être qui bouleverse ses plans. Et il est presque l'otage, lui le conquérant, il est presque l'otage de cette Teresa. Donc, est-ce qu'il y a chez Kundera ce mélange étrange d'une figure du libertin, mais du libertin qui est dessaisi en quelque sorte de ses pouvoirs? Il est vrai que Kundera, avec l'insoutenable légèreté de l'être, un des plus beaux romans d'amour du XXe siècle. Et il est vrai qu'on le présente surtout comme un auteur libertin. Le libertinage occupe dans son œuvre une place essentielle. Il a même, dans l'insoutenable légèreté de l'être, toute une réflexion sur l'amitié érotique. Et son amour de la France, c'est avant toute chose un amour du XVIIIe siècle français. Diderot, mais aussi, à égalité, vivant de nom. La lenteur se présente comme une sorte de commentaire romanesque, de point de lendemain, un des plus brillants romans libertins du XVIIIe siècle. Mais voilà, au cœur de son œuvre aussi, il y a une réflexion sur l'amour et des expériences amoureuses. Et d'un amour, justement, qui ne se délite pas, qui ne s'effiloche pas. Un amour indestructible. C'est l'amour de Thomas pour Teresa. Un amour né, dit-il, de la compassion. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la compassion? Cela veut dire que ce qui l'attache à Teresa, ce n'est pas seulement sa beauté si fragile, c'est sa fragilité elle-même. Il n'aime pas en elle des qualités qui vont mourir, il souffre pour elle, avec elle, avant elle, de la mortalité de son être. Et précisément, puisqu'il est amour du périssable, cet amour lui-même ne peut pas s'étioler ni dépérir. Et on peut dire que la disparition même de l'être aimé ne saurait y mettre fin. Parce que le mort est plus fragile encore que le mortel. C'est un mortel hyperbolique. Et il y a dans l'œuvre de Kundera des expériences d'une fidélité par-delà la mort. C'est le cas de Joseph, personnage de l'ignorance, l'un des héros du dernier roman de Kundera. Sa femme, qu'il a rencontrée lors de son émigration au Danemark, est morte. Et ce qui veut dire qu'elle est absolument sans défense. Elle n'a plus de pouvoir, plus d'influence. On ne respecte plus ses souhaits ni ses goûts. La femme morte ne peut rien vouloir, aspirer à aucune estime, réfuter aucune calomnie. Jamais, dit Kundera, Joseph n'avait ressenti pour elle une compassion aussi douloureuse que lorsqu'elle fut morte. Elle n'a que lui désormais. Et c'est ainsi qu'il clôt une aventure qu'il a à Prague, où il est retourné, pour revenir au Danemark, mu par une invincible compassion et par une fidélité déraisonnable. C'est la même compassion, la même fidélité qui unit Tamina, l'une des héroïnes du livre du Rire et de l'oubli. Elle a vu la mort prendre son mari
Elle s'est attachée à ce souvenir de lui, elle a senti que son souvenir pâlissait, elle a souhaité, elle qui vivait en exil dans une ville française, que des connaissances, des relations qu'elle avait faites aillent chercher en Bohème, comme dit Kundera, des papiers qu'elle avait laissés pour précisément maintenir vivant ce souvenir. Personne n'ira les chercher. Et Tamina est celle précisément qui refuse de tourner la page, qui refuse de faire son deuil. Et il y a chez Kundera une méditation qui devrait nous inviter à réfléchir au sens de cette expression qui a pris la force de l'évidence. Faire son deuil, on le dit après Freud, retirer sa libido de l'objet mort pour réinvestir aussi vite que possible le monde des vivants. Je dois pouvoir faire mon deuil. Je n'ai pas encore pu faire mon deuil. Mais il y a dans l'amour autre chose que cela. Voilà, nous sommes au temps où l'intensité a vaincu la fidélité, et voilà un romancier qui nous amène à réfléchir à la fidélité par-delà la mort. Et je voudrais vous lire un passage des Testaments trahis, un passage absolument magnifique. Tout simplement, un mort que j'aime ne sera jamais mort pour moi. Je ne peux même pas dire je l'ai aimé, non, je l'aime. Et si je refuse de parler de mon amour pour lui au temps passé, cela veut dire que celui qui est mort est. C'est là peut-être que se trouve la dimension religieuse de l'homme. Et en effet, ce livre s'ouvre sur la mort et se clôt sur la mort. La princesse de Clèves veut rester fidèle à un mort. Thomas et Teresa meurent dans un accident. Et vous trouvez que cette mort est peut-être la plus belle chose qui puisse arriver à une histoire d'amour. Est-ce que ce n'est pas une vision tellement sombre? C'est-à-dire que finalement, le temps dans l'amour, c'est peut-être la mort qui déjà fait son œuvre, et que, en quelque sorte, nous sommes face à la mort en permanence, et que c'est peut-être la mort qui peut consacrer. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, que la mort consacre nos histoires? Non, je ne dirais pas cela. Je ne veux pas non plus que ces morts, accidents, Le micro, s'il vous plaît. de Thomas et de Teresa servent de leçon, ni a fortiori de modèle. Pas du tout. Mais je citerai encore Lévinas, ce qu'on appelle d'un terme un peu frelaté amour, et par excellence le fait que la mort de l'autre m'affecte plus que la mienne. L'amour de l'autre, c'est l'émotion de la mort de l'autre. Aimer quelqu'un, aimer profondément, c'est avoir peur de lui survivre. Personne ne veut mourir, mais on peut avoir envie de mourir avant la personne. Et c'est comme si Kundera avait épargné à ses héros la peine du deuil par cet accident. Et c'est pour ça que cet accident m'a évoqué en effet la légende grecque de Philémon et Baucis, parce que ceux-ci ont reçu, alors qu'ils voyageaient incognito, Zeus et Hermès. Toutes les portes du village s'étaient fermées pour les deux dieux, et donc ils veulent récompenser Philémon et Baucis. Et que demande-t-il? Que demande-t-il? Puisse la même heure nous emporter tous les deux, puissé-je ne jamais voir le bûcher de mon épouse et ne pas être mis par elle au tombeau. Et ce vœu se réalise, le jour dit, Baucis voit Philémon se couvrir de feuilles, et Philémon voit les feuilles couvrir Baucis. Et aujourd'hui encore, lit-on dans les Métamorphoses de Vise, l'habitant de Tinos montre deux troncs voisins
nés de leur corps. C'est un peu ça, si vous voulez. La fin de l'insoutenable légèreté de l'être rejoint la légende de Philémon et d'Océan. Merci Alain Finkielkraut. Je voudrais vous remercier surtout. J'étais impressionné puisqu'on a vu quasi physiquement comment est-ce que vous circulez entre la lecture des philosophes de Søren Kierkegaard, de la littérature, et comment est-ce qu'une pensée s'anime en circulant entre ces deux univers. C'est une chose rare et vos œuvres en sont la trace. Et je vous en remercie. Je ne sais pas s'il y a quelques questions éventuellement dans la salle, s'il y a un micro qui circule. Voilà, je vais parler fort. Si vous m'entendez pas, je parlerai encore plus fort. Voilà, je voudrais vous remercier d'abord pour le caractère passionnant de l'équipe. Vous êtes celui qui m'a le mieux introduit à la pensée d'Emmanuel Levinas, dont la sagesse de la vie. Voilà, donc je vais d'abord vous remercier. Alors je vais directement sauter à pieds joints sur ma question. C'est par rapport au caractère durable de l'amour. C'est ravi. Dans la conception qui est communément admise, l'amour durable est un amour qui est réciproquement exclusif, donc fidèle. Vous en avez parlé d'ailleurs de la promesse, en la liant à la trahison, etc. Donc du point de vue masculin, c'est la monogamie, mais il faut parler aussi du point de vue féminin, sinon ce serait fort injuste. Donc c'est la monoandrie. Et ma question est assez provocatrice, mais toujours donc par rapport à comment l'amour peut-il être durable. Et je me demande si les amours durables, donc je mets amour au pluriel, ne peuvent pas ou ne doivent-ils pas être polygamiques ou polyandriques du point de vue féminin. Et je voudrais, comme vous l'avez fait à partir de la littérature, appuyer ma question sur pas la littérature, mais la linguistique. Savez-vous que dans nos langues indo-européennes, quand vient un grand moment déclaratif, on dit « je t'aime ». Donc moi, je t'aime. Mais au Japon, on peut aussi déclarer sa flamme sans sujet, en disant « amour est ». Amour est. Ce qui est très beau, ça veut dire qu'on baigne dans un amour qui nous dévore. Et je termine en évoquant Franz Rosenzweig, dont je ne dois pas vous apprendre que c'est lui qui a, voilà, la plus grande partie de son œuvre, embarqué Lévinas dans son aventure. D'ailleurs, dans la préface, je ne sais plus si c'est Totalité ou Infini ou autrement qu'être, Lévinas dit Rosenzweig, trop présent dans ses lignes pour être cité. Eh bien, à propos de Dieu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce n'est pas le problème. Mais s'il y a bien un personnage qui est porteur d'amour, c'est bien Dieu, eh bien Rosenzweig dit Dieu ne dit pas je t'aime, il dit aime-moi. Et il explique que si ce Dieu juif dans lequel il croit, ce Dieu dans lequel il croit, lui, comme juif, si Dieu dit je t'aime, quelle est la signification du silence de Dieu entre deux je t'aime? En revanche, quand il dit « aime-moi », ça veut dire que c'est nous qui devenons l'objet de son désir, et qui nous fait être comme sujet. Voilà, je termine, excusez-moi d'avoir été peut-être trop long. Trop long, mais je ne suis pas sûr d'être capable de vous répondre. Non, parce que d'abord, en effet, l'amour est un terme tellement polysémique qu'on peut s'y perdre. Il y a en effet l'amour de Dieu, l'amour des créatures pour Dieu, l'amour de Dieu pour ses créatures, l'amour du prochain. Vous parlez de la possibilité
d'un amour polygame, d'un amour multiple, d'un amour simultanément exprimé et ressenti pour plusieurs personnes à la fois. Je ne veux pas m'inscrire en faux contre une telle expérience, mais je me souviens du rôle joué pour nos générations par le modèle Sartre et Beauvoir, qui ont voulu en effet faire exploser les cadres de la monogamie traditionnelle en conceptualisant l'amour nécessaire et les amours contingentes, manière d'accepter justement la pluralité et la simultanéité des relations amoureuses. Pourquoi pas, bien sûr, sauf que c'était faux. Il n'y avait plus, entre Sartre et Beauvoir, de relations érotiques. Ils étaient passés à autre chose. La filia dont vous parlez. Une amitié très forte, et peut-être elle-même très exclusive. Mais, voilà. Donc, et je crois quand même qu'il y a dans la passion amoureuse la désignation d'un être qu'on distingue de tous les autres. Et je m'intéresse, moi, particulièrement à cette version, à cette modalité du sentiment amoureux. Mais c'est un mot très large qui peut en effet accueillir d'autres expériences. Il y a d'autres questions là. Ici devant. Oui. Je voyais très fort dans ce que vous parliez de Madame de Clèves, en fait, vous parliez d'un amour. Pour moi, l'amour de Clèves vis-à-vis d'elle, ce n'est pas l'amour, c'est de la possession, puisque ce n'était pas réciproque. Donc il n'y a pas d'amour. Ou alors il y a un amour vers quelque chose qui n'existe pas. Je me rapproche de ce que disait monsieur, et c'est pour ça sans doute que ça dure. Dieu existe-t-il? Et c'est pour ça peut-être que l'amour dure si longtemps vis-à-vis de Dieu. L'amour, pour ce qui n'existe pas, peut s'épuiser aussi. Mais quand vous dites un amour non payé de retour n'est pas l'amour, non, pourquoi? La réciprocité est une des manières, la manière heureuse de vivre le sentiment amoureux. Mais l'irréciprocité est une des possibilités de l'amour. C'est une des craintes de l'amour. Et de toute façon, l'amour est une forme d'aliénation, une aliénation meilleure que la liberté. Ça aussi, l'étrangeté de l'expérience amoureuse. On est dessaisi de soi-même, on n'est plus maître de soi-même. Et quand bien même l'amour est payé de retour, il y a l'épreuve de ce dessaisissement, de cette aliénation. L'autre vous est plus cher que vous-même. Et vous ressentez malgré tout
son évanescence possible, sa transcendance. Il est là, et en même temps, parce que vous l'aimez, il vous échappe. Donc je ne crois pas qu'il n'y a d'amour que réciproque. Je crois même que dans la réciprocité, il peut y avoir aussi une sorte de dissymétrie. Ici. Une question. Est-ce que fonder un couple sur l'amour, c'est pas une vieille histoire judéo-chrétienne où il faudrait se débarrasser? L'amour, Je veux répéter. Est-ce que baser un couple sur l'amour, c'est pas une vieille histoire judéo-chrétienne dont il faudrait enfin se débarrasser? je suis surpris d'entendre ces propos aujourd'hui. Ça me rajeunit. Les 13 années 70. On utilisait cette expression, après mai, nous sommes tous des judéo-crétins. Et on pensait en effet se débarrasser de notre héritage. Je vous souhaite bonne chance. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup d'autres composantes dans l'amour, dans la fidélité, que la composante judéo-chrétienne. Et aimer un être de toute son âme, ce n'est pas forcément la leçon essentielle du judéo-christianisme. Sa leçon essentielle, c'est l'amour du prochain. Quant au mariage monogame, pendant très longtemps, il n'a pas été fondé sur l'amour. Et si c'est l'amour qui s'est imposé, c'est bien plutôt à la montée de l'individualisme démocratique qu'on le doit qu'à la puissance écrasante de la morale judéo-chrétienne. Question, monsieur. Voilà. Alors ma question c'est, je vais d'abord commencer par une hypothèse. Et si l'amour n'avait jamais existé, et l'amour serait une sorte d'espace littéraire, de la façon de Blanchot, et il serait une sorte d'inspiration. Ça, c'est l'hypothèse. Alors ma question, ça serait, l'amour ne serait-il pas un idéal impossible à atteindre et auquel on aspire? Il y a dans l'amour n'a pas été vécu de la même manière à toutes les époques, bien sûr. Comme le dit Valérie, le renoncement à la durée marque une époque du monde. Nous sommes entrés dans cette époque et peut-être notre façon d'aimer est entrée dans cette époque. Reste que l'amour est une composante essentielle de ce qu'il ne faut pas craindre d'appeler la nature humaine. Et c'est une dimension irréductible de la vie. Irréductible notamment au désir, alors qu'on avait cru dans les années 70 qu'il n'était que la sublimation du désir, et que les désirs étaient toute la vérité de l'être.
s'il y a tant de philosophes qui reviennent à l'amour, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont revenus de cette croyance en l'infrastructure divine. L'amour n'est pas seulement une superstructure. Et ce n'est pas, certes, il peut y avoir un idéal dans l'amour, mais avant que ce soit un idéal, c'est un événement. C'est un événement. Et il n'y a pas de plus forte et de plus belle expression que celle-là. Nous tombons amoureux. On tombe. On tombe de son piédestal. C'est une catastrophe miraculeuse. Le bel oxymore, nous allons conclure ce soir et vous remercier Alain Finkielkraut de son générosité. Merci. Merci.